Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Charles de Courson, député UDI de la Marne. Bienvenue Charles de Courson, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous pouviez ne pas être là, vous êtes là, merci. Votre commission d'enquête, est-ce qu'on peut vous dire qu'elle a fait un retentissant plouf hier? Absolument pas. Vous ne parlez que de l'audition de M. Cahuzac, mais enfin nous avons auditionné énormément de personnes, on est à peu près à 25. Nous avons beaucoup progressé dans la connaissance des dysfonctionnements de l'administration fiscale. Nous avons beaucoup progressé... Parce qu'elle a dysfonctionné? Absolument, elle a dysfonctionné au moins à 2 reprises. Par contre, les services de la justice ont bien fonctionné et nous commençons à savoir... Et votre rapport sera pour quand? Fin septembre. Oui. Et vous continuez vos auditions? Nous continuons et nous auditionnerons les ministres d'ici la fin de ce mois, de fin de juillet, grosso modo. Et le Premier ministre? Éventuellement, nous n'avons pas encore tranché, c'est une décision de la Commission. Mais vous, Président, vous souhaitez qu'il s'exprime? Je pense que ça serait bien, puisque je rappelle que M. Cahuzac a été nommé ministre par un décret du Président de la République, co-signé du Premier ministre. Mais les députés de la Commission sont sortis hier frustrés après l'audition de Jérôme Cahuzac. Est-ce qu'on peut vous dire que les questions étaient imprécises, mauvaises et parfois mal posées? Donc, vous ne pouviez pas avoir des réponses autres que celles que vous avez eues. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous a menti hier? Ce que vous dites est parfaitement inexact. Les questions qui ont été posées par monsieur le rapporteur étaient extrêmement précises. Il a refusé de répondre à quasiment toutes les questions se retranchant devant l'enquête judiciaire, alors que l'enquête judiciaire ne posait aucun problème sur les questions posées par monsieur le rapporteur, puisque nous les avions fait ensemble. La vérité, c'est qu'il a continué une attitude d'une très grande arrogance. Et le summum a été quand il nous a expliqué pourquoi il n'avait pas répondu à la demande d'information pendant 1 mois, parce qu'il ne voulait pas mentir aux services fiscaux alors qu'il n'avait cessé de le faire depuis plusieurs semaines. Le choix pour lui, c'était de se soumettre. Mais absolument pas, de répondre aux questions de la Commission. Que, dès le départ et dès le principe, vous saviez que Jérôme Cahuzac pouvait avoir le droit de réserver ses réponses à l'information judiciaire. Et que deuxièmement, il pouvait garder ce qu'il appelait ses peurs, ses sentiments et ses hontes pour lui-même. Mais ce n'est pas ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est des réponses à des questions précises. Par exemple, quand est-ce qu'il a ouvert ce compte, quand est-ce qu'il l'a fermé? Puisque en fonction de la réponse qu'il nous donnait, on pourrait commencer à comprendre pourquoi l'administration fiscale suisse répond qu'il n'a pas de compte en Suisse, alors que 2 mois plus tard... C'était votre question. Bien sûr. Oui. Mais ce n'était pas la question du rapporteur. Mais est-ce que vous êtes sûr, M. Charles de Courson, qu'il n'avait pas répondu déjà à la justice sur ces questions-là? Mais je n'en sais rien. Je ne suis pas la justice. Je dis simplement que Jérôme Cahuzac, quand il est président de la Commission des Finances, a cessé de dire ce qui était vrai, qu'il fallait que le Parlement joue son rôle dans le contrôle de l'exécutif, et il s'est comporté exactement à l'inverse une nouvelle fois de ce qu'il n'avait cessé de dire quand il était député et président de la Commission des Finances. Le seul dysfonctionnement, il a reconnu et avoué, c'est son ancien mensonge et son dysfonctionnement personnel. Il dit « je suis victime de lui-même » en réponse à une question, et il dit « je n'ai dit la vérité à personne, ni à mes amis, ni à mes collègues, ni à mon avocat, ni au président de la République, ni au Premier ministre ». Et puis il ajoute que l'administration fiscale a conduit ses enquêtes librement et en secret. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Mais l'administration fiscale a dysfonctionné à 2 reprises, puisqu'il y a eu 2 alertes qui n'ont jamais débouché, y compris la seconde, avec un rapport de l'inspecteur Garnier, qui était à la direction générale à Paris, qui n'est même pas remonté sur le bureau du ministre, lequel ministre reçoit l'inspecteur qui l'a accusé d'avoir un compte en Suisse. Vous avouerez que c'est quand même assez étrange. Mais le rapporteur de la commission, M. Alain Declès, qui est socialiste, apparemment était en désaccord avec vous, puisqu'il vous a répondu vous-même « Jérôme Cahuzac ne pouvait pas réagir sur des faits personnels qui concernent la procédure judiciaire ». Mais ce n'est absolument pas le cas, M. Elkabbach. Quand je lui pose, par exemple, la question « Quand est-ce que vous avez ouvert et fermé votre compte à l'UBS en Suisse ?» Ça n'a rien à voir avec en quoi ça perturbe l'enquête judiciaire. Parce que nous, ça nous permet de comprendre le dysfonctionnement de l'administration fiscale. Puisque l'une des questions que nous posons, c'est est-ce qu'il fallait saisir l'administration fiscale suisse? Mais s'il avait déjà répondu à la justice, il peut estimer qu'il était... en compte avec la vérité qu'il s'était déjà exprimé. Mais absolument pas. Est-ce que vous avez un moyen de sanctionner ou d'obliger à dire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas dire? Nous n'avons aucun moyen de sanctionner quelqu'un qui refuse de répondre.
quand bien même il se réfugierait derrière l'enquête judiciaire ou toute autre chose. C'est pas les limites de la commission ? Mais bien sûr que c'est les limites de la commission d'enquête. Et il faudrait peut-être d'ailleurs toiletter les textes régissant les commissions d'enquête parlementaires pour leur donner davantage de pouvoir, comme c'est le cas par exemple au Congrès américain. Après ces 25 auditions, est-ce que vous savez ce que le président de la République savait et depuis quand ? Oui, on a beaucoup progressé sur ce point, puisque Eddy Plenel a rencontré l'entourage ministériel, peut-être même le président le 18, pour être très précis, décembre. Peut-être ou sûrement. Il n'a pas voulu répondre à cette question. Il nous a parlé de l'entourage du président. Le 15, il y a l'affaire Zabulon. Donc vous voyez qu'on peut ne pas vous répondre et que vous ne faites pas de reproches à ceux qui ne vous répondent pas. Quand ils ne s'appellent pas Cahuzac. Mais parce que là, c'est le secret des journalistes, monsieur Alcabas. Vous êtes journaliste, vous connaissez la loi. Le secret des sources. Le secret des sources. Et donc, il s'est réfugié. Et puis la troisième chose, qui est ce que nous a dit Eddy Plenel, il semble que Maître Mignard, qui est l'avocat de Mediapart et un ami personnel du président, l'avait informé autour du 4-5. Donc le président est correctement informé, disons, entre le 4 et le 18 décembre. Mais qu'est-ce que vous cherchez avec la commission d'enquête ? Nous avons deux objectifs. Premièrement, savoir qui savait quoi, à quelle date. Et deuxième question, quelle attitude ils ont eu, quelle réaction ils ont eu. Est-ce que cette réaction a été adaptée ? C'était pas une opération politique ? Si c'est ça, elle a raté son objet hier, non ? Mais absolument pas. Hier, M. Cahuzac, sauf sur un point, ne nous a apporté aucune précision sur ce que nous souhaitions et toute tendance réunie. Je vous renvoie aux commentaires d'un certain nombre de membres de la majorité qui étaient extrêmement durs à l'égard de Jérôme Cahuzac. Charles de Courson, beaucoup ont été choqués que deux députés de la commission, le Vert Sergio Coronado et l'UMP Daniel Fasquelle, n'aient pas cessé de tweeter. Est-ce que vous allez les réprimander ? Est-ce que vous estimez que c'est acceptable ? Non, ce n'est pas acceptable. Quand on est dans une commission d'enquête, on se concentre. Et est-ce que dans les prochaines réunions, vous allez demander qu'on laisse le portable au vestiaire ou au moins qu'on le ferme ? Oui, monsieur Alcabas. Très bien, ça c'est... est-ce qu'on peut vous demander aussi un point ou deux sur l'affaire Tapie ? Vous disiez hier, dans une des interviews que vous avez données, que c'est tellement logique qu'il soit mis en examen. Quelle est la légitimité de Charles de Courson pour le dire ? Mais on m'a posé la question, qu'est-ce que la bande organisée ? Ce n'est pas moi qui ai mis en examen déjà 3 personnes. Je vous rappelle M. Rocky, M. Stéphane Richard et M. Pierre Estoupe, qui était l'un des 3 juges arbitres. L'inculpation est détournement de fonds publics en bande organisée. La bande organisée, si le bande organisée il y a, c'est l'avis des juges d'instruction, doit aller jusqu'au bout. La bande organisée, c'est pas uniquement ces 3 personnes. Et c'est également M. Guéant, c'est M. Guéant, c'est M. Tapie, au profit duquel cette bande organisée a œuvré. Je me mets dans la logique des juges d'instruction. Et en continuant, est-ce que vous mettriez dans cette logique Christine Lagarde ? Mais Christine Lagarde relève non pas de ce juge d'instruction, mais de la Cour de justice de la République. Elle a été mise dans une situation de témoin assisté et il me paraît logique qu'un jour, lorsque l'ensemble de la bande organisée devant la justice de droit commun sera mise en examen, qu'elle le soit également. C'est dans la logique. Qu'elle le soit. Et le chef de la bande organisée, s'il y a un chef et s'il y a une bande organisée ? Eh bien, que c'est à la justice d'en décider. Est-ce que c'est Mme Lagarde, je vous rappelle, qui juridiquement assume la responsabilité politique. C'est elle qui a signé toutes les instructions dans cette affaire. Mais vous étiez administrateur de l'établissement public de financement et de restructuration. Peut-être qu'on vous a posé déjà la question. Donc vous êtes présent à tous les moments importants de l'arbitrage. Absolument. Tout le monde a donné son feu vert, disait Bernard Tapie tout récemment au Figaro, y compris Charles de Courson. Monsieur Tapie ment, et je tiens à votre disposition le procès-verbal du conseil d'administration d'octobre 2007. Mais il y a eu unanimité ce jour-là. Il y a eu unanimité, il y avait 4 membres. Le seul qui n'était pas là, c'était moi. Et où vous étiez ? J'étais par téléphone, car cette conseil d'administration a été convoqué de toute urgence, et j'avais une réunion importante auquel je ne pouvais pas échapper. Mais par téléphone, vous avez donné votre mandat ? Absolument. Non, j'ai donné aucun mandat par téléphone. Et M. Elkabbach, je tiens à votre disposition le procès-verbal de ce conseil d'administration auquel M. Tapie... Vous n'avez pas protesté, si vous permettez. Alors, à l'époque,
quand on a dit que les PR, le PFR avaient voté à l'unanimité. Monsieur Al-Kabash, c'était exact, puisqu'il n'y avait que 4 personnes. Les 4 ont voté pour, mais pas moi. Mais qu'est-ce que vous avez dit par téléphone? J'ai dit que j'étais hostile à cela et je vous redonnerai le deuxième procès hostile à verbal. quoi? Hostile à quoi? Hostile à l'arbitrage. J'ai toujours combattu l'arbitrage et même la médiation, puisqu'il y a eu une médiation avant. Et je vous donnerai un deuxième procès verbal qui est 1 an plus tard, quand je suis le seul qui vote pour aller en révision de la décision d'arbitrage. Il est à votre disposition, monsieur Al-Kabash. Voilà, je ne suis pas président de commission, mais simplement... si vous me posez une question... Non, mais j'essaie d'avoir des réponses. Monsieur Tapi ment. Et je l'ai apporté, y compris hier, à M. Cazeneuve, ministre du Budget, qui n'avait même pas consulté. C'est dommage, il fallait être présent. C'était ça aussi le courage de dire, pas au téléphone, mais directement non. Mais monsieur El-Kabash, quand on est convoqué de toute urgence, alors que j'ai d'autres réunions dans ma circonscription, on choisit la plus importante. Voilà, et y compris quand on ne nous donne pas l'ensemble des pièces permettant une décision avisée du conseil d'administration. Merci d'être venu, Charles de Courson.